Bonjour à tous, aujourd'hui je parle avec Yacine qui est venu suivre une formation en Grèce dans l'école initiatique essénienne. Et c'est un étudiant des formations que je donne en ligne et il s'y connaît beaucoup en crypto-monnaie. Et donc j'ai trouvé que c'était une super idée de parler avec lui de ce sujet parce que vous êtes nombreux à m'en parler, à me poser des questions là-dessus. C'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Yacine s'y connaît beaucoup mieux que moi, alors il va un petit peu m'expliquer de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, il va nous l'expliquer. Et puis je vais partager avec lui le regard essénien sur ce sujet des crypto-monnaies. Alors c'est parti. Alors bonjour à tous, ravi de participer à cette conversation avec toi Guilhem. Alors effectivement, le sujet de crypto-monnaie, c'est un sujet qui a émergé en 2009 avec le Bitcoin, la première crypto-monnaie officielle. Et donc la promesse de Bitcoin, c'était de remettre dans les mains du peuple finalement la richesse, le pouvoir de l'argent en fait, c'est-à-dire de le sortir des institutions, puisqu'aujourd'hui le dollar, l'euro, etc. sont des monnaies qui sont contrôlées par des États et des systèmes donc derrière. Donc ça veut dire que c'est pas des monnaies qui sont stockées par les banques, c'est des monnaies qui circulent d'un individu à un autre uniquement. Exactement. Et donc pour ce faire, l'innovation technologique qu'il y a eu derrière, c'est la blockchain. Et c'est comme ça qu'en fait on peut s'assurer du fait que moi, je détiens un Bitcoin, sans avoir un tiers de confiance, donc qui peut être l'État, Qui aurait du pouvoir sur toi en ce moment-là. et qui pourrait créer de la monnaie, etc. On peut comparer ça un peu au Far West, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas la régulation commence à apparaître, mais on est dans une phase où encore, les enjeux ne sont pas encore bien saisis, et ça donne lieu d'ailleurs à beaucoup d'arnaques. Et la dernière en date, c'est la plateforme FTX, qui était la deuxième plateforme de crypto-monnaie, c'est-à-dire quelque chose qui est censé être extrêmement sérieux. C'était une plateforme US. Donc voilà, on se dit aussi que voilà, c'est sécurisé. Et pourtant, ça s'est révélé, elle s'est effondrée sur un tweet. C'est comment ça fonctionne, c'est ça que je comprends pas dans ce système, que je comprends déjà pas dans le système bancaire classique, c'est que je trouve que des fois il y a comme plus de rapport entre un effort, une énergie que tu fournis et la matérialisation de ton énergie sous la forme d'un argent qui est juste en attendant que tu le refasses circuler. L'argent lui-même, c'est comme une pile électrique, tu vois, tu charges une pile électrique, tu as cette quantité d'énergie par l'énergie que tu as fournie ou que ton champ a fourni ou que tes loyers de ton immeuble ont fourni, ça se rassemble dans une masse d'argent, mais là c'est comme... je trouve ça tellement étrange, comme si... J'ai du mal je sais pas comment dire, à sentir En fait, c'est pour faire sortir de l'argent du système bancaire, devenir invisible aux yeux des banques et de tous les organismes de contrôle et de corruption. Je trouve que ça va bien ensemble, régulation, corruption. Et de se dire qu'on l'échange entre nous, personnes qui avons les mêmes intérêts, les mêmes valeurs, qui partageons certaines visions du monde. On peut s'échanger comme ça de l'énergie, en fait. Ouais, ça peut être un cas d'usage de se dire, bah voilà, nous on s'émancipe un peu d'un système et on crée nous notre réserve de valeur et notre moyen d'échange que l'on reconnaît entre nous. Ok. Donc tu vois, ça c'est tout de suite un truc à quoi ça me fait penser. Ça me fait penser au Qatar et aux Templiers. On est un peu dans la même époque. Et en réalité, les Qatars ont énormément influencé le Sud-Ouest parce ils ont comme eu la vision, la conscience que la plupart des humains louaient leur temps. Tu vois, ils travaillaient pour quelqu'un, donc ils donnaient leur temps, et en échange, ils avaient une chose. Mais en fait, c'est une très mauvaise idée parce qu'une fois que ta journée est finie, tu as quelque chose en échange, mais le lendemain, il faut recommencer, quoi. Donc en fait, tu es en train de donner ta vie à quelqu'un pour avoir en échange, en général, à peine de quoi juste vivre, alors que dans ta vie, tu as toute une vie à vivre, avec plein d'expériences à faire, et du coup, tu fermes la porte à beaucoup d'expériences parce que tu passes la plupart de ton temps à être à un endroit précis, en interaction avec des personnes particulières pour ton travail, et tu ne crées rien finalement par toi-même. Tu n'as souvent pas l'opportunité d'être créateur. On te dit cultive ce champ, va couper du bois, occupe-toi de mes cochons, et je te donne un truc en échange. Et, euh, et les Qatars ont comme pris conscience de ça, parce qu'ils étaient dans une démarche de libération du dogmatisme religieux et tout ça, et ils ont énormément encouragé les gens à devenir artisans. Et il y a eu une espèce d'explosion de l'artisanat dans cette région. Et les gens se sont dit, mais attends, c'est vrai, pourquoi je suis obligé de travailler et puis d'avoir quelque chose en échange? Je vais créer quelque chose que j'aime, que je sais faire, qui est utile, et l'échanger avec quelqu'un qui ne sait pas le faire ou qui ne peut pas le faire. Et puis en échange, je vais avoir autre chose que moi, je n'ai pas fait. Et je trouve que ça, c'est complètement différent comme attitude de vie parce que
tu vois, l'attitude d'être payé au temps, en fait, c'est très très mauvais parce que quelque part, tu as hâte que le temps soit passé pour avoir la récompense de ton travail qui, en fait, n'est qu'une micro-récompense qui te permet de tenir une journée de plus, tu vois, ou quasiment. Avec la promesse aujourd'hui que tu as la retraite, tu vois, à un moment donné, ça va s'arrêter, tu vas pouvoir enfin en profiter. On sait aujourd'hui dans quel état sont les caisses de retraite et ce qui va devenir. Et, euh, et tu vois, en enseignant aux gens ça, les cathares ont comme fait appel à complètement une autre posture à l'intérieur, où tu te dis, mais finalement, moi, ok, je peux être un artisan, mais je vais faire quoi? Et là, tu te tournes vers toi-même et tu te dis, mais qu'est-ce que j'aime faire, moi? Parce que pour être un artisan, il faut aimer faire ce que tu fais, il faut avoir une passion, il faut avoir un talent, et en fait, du coup, il faut chercher à l'intérieur de toi ce que tu peux partager. Des pâtisseries, des paniers, des chaussures, je sais pas moi, tu vois, des poteries, n'importe quoi. Et tu vas chercher en toi-même quelque chose et tu vas faire profiter ta communauté de qui tu es, de ton talent, de ton identité. Alors que si c'est que du temps de vie, au Québec on dit du jus de bras, tu vois. Du coup, je veux dire, mon jus de bras, ton jus de bras, à peu près, on doit être à peu près capable de faire les mêmes travaux de force. Donc, du coup, on est interchangeable. Et du coup, je n'ai pas l'opportunité dans mon travail d'être moi, vraiment profondément, ou de me questionner, de chercher, de cheminer pour savoir qui je suis, tu vois. Puisque tu me payes juste pour de l'énergie brute de mon temps, en fait. Et les Qatars ont fait ça, et ça a énormément énervé toutes les autorités locales qui avaient mis en place un système d'exploitation, en réalité, avec des taxations et tout ça. Et parallèlement à ça, il y a eu les Templiers qui ont aussi créé les lettres de change, tu vois, le fait que tu peux donner de l'argent à quelqu'un à Perpignan et le récupérer à Cologne en Allemagne et tout ça avec un simple document qui sert de confiance, tout ça. Ils ont essayé vraiment de nous faire sortir de l'esclavage financier où les finances sont complètement contrôlées, créées, gérées, manipulées par des puissances transnationales même. Et les Templiers, de toute façon, ça les a complètement plantés parce qu'en réalité, c'est ça le vrai sujet pour lequel on les a éliminés, c'était ça. Alors, c'est un sujet complexe, hein, je réduis pas à ça, mais et les Qatars aussi, c'est qu'ils étaient en train d'éduquer les gens parce qu'une fois que tu as goûté, tu as pris goût à, tu fabriques un truc, tu le vends et tu récupères le fruit de ton travail. Donc plus tu en fais, mieux tu en fais, plus tu es créatif, ingénieux, tu vois, plus tu t'impliques dans ton projet, plus tu reçois en échange. Ça te donne un sentiment de liberté incroyable. Tu vois, tu te dis, mais attends, je me rappelle avant, j'étais payé pour tant d'heures par semaine, et c'était horizontal, il n'y avait aucune perspective d'amélioration. Tu changes complètement d'attitude de vie, quoi. Et bien sûr, ceux qui vivaient du travail des autres, ils n'étaient vraiment pas de bonne humeur parce qu'on leur piquait toute leur main-d'œuvre, quoi. Parce que la plupart des humains sont capables de faire quelque chose. Et le truc, c'est que même si finalement tu es, je sais pas, t'es cantonnier, on t'embauche pour entretenir des routes, donc quelque part c'est ton temps, mais si tu as cette posture créative, tu vas avoir tu vois, un supplément d'âme dans ton travail, une fierté à faire ta route. Et après tu la regardes et tu te sens, c'est ta route, tu vois, c'est toi qui l'as arrangée, t'as refait tes fossés, t'as un peu amélioré quelque chose. Tu te sens partie prenante dedans. Donc tu vas pas juste tendre la main, on te file tes pièces et tu t'en vas boire un coup et puis dormir jusqu'au lendemain. T'as pas du tout la même attitude. Et, et en fait, si tu regardes, quand les humains sont juste des machines qui donnent du temps de production, eh bien, il y en a d'autres qui sont créatifs à leur place. Parce que si tu ne fais pas appel à la créativité de tous les humains, il y a forcément certains humains doivent être créatifs pour les autres. Et donc, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que ton potentiel créatif, même petit, même minime, je ne parle pas d'être des grands génies, tu vois, même un petit potentiel créatif que tu as, eh bien, il t'est volé, il t'est pris, parce que dans l'univers, rien ne disparaît, tout se déplace ou se transforme. Donc, si toi, tu ne peux pas exprimer ton potentiel créatif, eh bien, du coup, quelqu'un le prend à ta place et va le vivre à ta place. Et donc, tu as un système pyramidal artificiel qui se met en place où il y a des entreprises, des groupes d'hommes qui ont beaucoup de créativité parce qu'en fait, ils prennent, on pourrait dire, tu vois, aujourd'hui en langage spirituel, le corps énergétique de la créativité, il est vampirisé et il se centralise et il s'incarne aujourd'hui, tu le vois dans la Silicon Valley par exemple, en Californie. C'est un lieu où si tu regardes dans les mondes subtils, tu vas voir un phénomène d'aspiration. Même les Américains,
ça, ils appelaient ça le brain drain, c'est-à-dire le drainage des cerveaux du monde entier. Ils prenaient les meilleurs dans les universités pour devenir la nation la plus puissante du monde. Et c'est réel, hein. On apprend ça en histoire-géographie comme un petit détail marrant comme ça, mais non, c'est absolument sérieux, ça existe encore. Donc à chaque fois que tu renonces à ta créativité, tu vois quelqu'un, combien de gens m'ont dit « Ah mais moi ce que j'aimerais dans le fond c'est être travailleur autonome, j'aimerais avoir une petite boutique, j'aimerais faire un resto, moi j'aimerais tailler des arbres dans les jardins parce que j'adore ça, me mettre à mon compte pour faire un truc. » Eh bien quand tu ne le fais pas, eh bien vu que c'est un potentiel, ce potentiel ne disparaît pas. Il est vécu par quelqu'un qui va le vivre puissance 10. Et il va avoir une vie de rêve dans le luxe, il va avoir une énergie incroyable. Donc moi, ça me fait penser à ça. Et du coup, ce que je me demande, c'est que, en théorie, c'est ça, l'argent, c'est vraiment le même processus qu'une batterie électrique que tu recharges. La batterie n'a aucun intérêt en elle. La batterie, tu sais parce que tu la mets sur ta trottinette, quoi. Elle n'a aucune valeur en elle-même. Donc l'argent n'a pas de valeur en soi, c'est juste la quantité d'énergie qu'on peut mettre à l'intérieur et qu'on peut donc récupérer, tu vois. Mais dans le cas des cryptos, je me demande, parce que par exemple, si c'est bloqué à 21 millions, ça va créer une rareté qui va créer une valeur, mais cette valeur n'est pas nécessairement chargée par une implication. C'est ça que je me demande, parce que je sais par exemple que le Bitcoin, il a énormément fluctué dans son cours. Du coup, je me demande sur quoi est-ce que ça se base. Je comprends la rareté, mais par rapport au réel de nos vies, c'est comment, c'est où, quoi. Mais tu vois, il me vient une réflexion, je me dis, mais finalement, tout ça, ça a été motivé à la base parce que l'argent est manipulé et abusé, et que l'argent est devenu un outil de destruction contre l'humanité, finalement. Et que l'argent est aux mains de certains parce que c'est ça, du coup l'initiative, le point de départ de la démarche, c'est ça en fait. Parce que sans ça, on pourrait s'échanger des cacahuètes en se disant ma cacahuète vaut une maison. Enfin, je veux dire, c'est juste un accord entre nous, quoi. Et là, en fait, oui, c'est suite à la crise des subprimes, en fait, que, on va dire, la personne qui a créé le Bitcoin, d'ailleurs, qui a un peu un mythe autour d'elle, on ne sait pas qui c'est, a créé ce projet-là. C'est-à-dire, ils se sont dit, non, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a eu des drames, on va dire, liés à la finance. Il y a des gens qui sont morts dans certains pays, etc. parce que il y a des gens qui ont un peu fait trop joujou avec leur ordinateur à Wall Street. Et donc du coup, l'idée principale, c'était de dire, il faut sortir la réserve de valeur. Il faut qu'on ait la capacité, nous, de ne pas dépendre de ce système. Mais en quoi le Bitcoin... Parce que tu vois, c'est un problème de confiance. Si tu remontes, tu réfléchis, l'origine, c'est confiance quand tu fais des échanges. En quoi le Bitcoin résout ce problème de manque de confiance dans l'argent qui est imprimé à la chaîne par les banques aujourd'hui, les gouvernements? Le Bitcoin peut redevenir, en fait, comme les autres monnaies, non? Parce qu'à partir du moment où ça s'échange, on peut nous arnaquer, une place d'échange dans laquelle on avait confiance, en fait, elle n'a pas du tout les réserves qu'elle déclarait. On retombe dans les mêmes travers qui sont ceux des humains eux-mêmes, c'est-à-dire de mentir, d'arnaquer, de voler. Mais c'est parce qu'on va aller vers une facilité qui consiste à dire je vais aller par une plateforme d'échange. Mais on pourrait en fait avoir notre échange directement en fait. Et c'est ça et c'est pour ça qu'on dit souvent ça. Not your key, not your crypto. Ça veut dire en gros si tu ne mets pas les cryptos sur le wallet physique et que tu le laisses sur la plateforme, ils ne t'appartiennent pas en fait. Et donc, il y a tout un mouvement qui consiste à dire mettez vos cryptos sur vos wallets physiques. Parce que ce n'est qu'à cette condition, finalement, qu'on remplit le vrai use case cas d'usage des crypto-monnaies. Et cette promesse d'émancipation du système. Un truc que je trouve étrange, c'est que... étrange. J'ai l'impression que ça serait comme une démarche de nous enfoncer encore plus dans une matrice d'intelligence artificielle en utilisant ces outils pour essayer d'échapper au contrôle et à la dictature mondiale et tout ça. Mais en fait, en s'enfonçant et en utilisant les outils d'une intelligence artificielle. Parce que, quand tu te dis avant, ici, pour s'échanger, les Celtes, ils s'échangeaient des petits coquillages, juste pour se rappeler que tu lui devais 2 chèvres, 3 chèvres. Finalement, pourquoi on ne devrait pas essayer de revenir à ça, quoi? Quelque chose qui n'a... comme un Bitcoin n'a aucune existence réelle ni aucune valeur. Donc, de prendre quelque chose qui est comme un support de souvenir de notre transaction. En fait, c'est ça la promesse. La promesse, c'est ça, c'est de dire c'est un support numérique, échangeable. En fait, c'est de se dire, nous sommes au 21e siècle. En fait, il y avait
l'informatique avait un gros problème. Pourquoi on ne pouvait pas créer des monnaies numériques sans tiers de confiance? C'est qu'en fait, il y a le copier-coller. C'est-à-dire que je prends typiquement un fichier numérique, je peux le dupliquer autant de fois que je veux. Et donc du coup, je ne pouvais pas garantir que cette cacahuète, elle est unique et et je la duplique pas. Et donc du coup, la technologie blockchain elle est venue répondre à ça, de dire voilà, je crée en fait l'unicité numérique. Et donc finalement, le Bitcoin c'est juste une implémentation de cette unicité numérique pour se dire bah voilà, on a fait une monnaie et on peut se l'échanger donc de façon facile. C'est-à-dire que aujourd'hui, on pourrait s'échanger des cacahuètes, mais si je veux envoyer des cacahuètes à Singapour maintenant, c'est un peu, faut que je prenne l'avion, etc. Alors que là, je peux le faire en un clic. Mais tu vois, on a un proverbe, un dicton, une idée clé chez les Esséniens, c'est que souvent, ce que les humains vivent comme étant le mal, crée un problème, mais en réalité, il est comme au jeu d'échecs, il a déjà des coups d'avance. Et en réalité, la problématique apparente sert à déclencher un truc chez les humains qui va en fait servir un but qui n'est pas bon pour l'être humain. Donc par exemple, on va créer un problème dans la société, les humains vont dire ah bah, il faut plus de caméras, plus de contrôle, plus de vérification, il faut interdire des choses par opposition spontanée. Ça va être la première idée qui te vient, et en réalité c'est fait exprès. Et du coup je me dis, est-ce que les personnes qui ont eu cette idée de la blockchain pour répondre à la crise de 2008 où les gens se sont rendus compte, mais je ne sais pas s'il fallait ça pour s'en rendre compte, mais que le système financier était une vaste blague. Est-ce que ça n'a pas été utilisé pour pousser une ou plusieurs personnes à avoir une idée révolutionnaire qui en fait maintenant va être utilisée par l'Union européenne pour créer sa monnaie artificielle, enfin sa crypto-monnaie et tout ça, et en fait ouvrir la boîte de Pandore de toutes les monnaies, parce que on sait très bien que les crypto-monnaies européennes vont être à 2000% contrôlées par le gouvernement. Enfin, ça va être c'est cousu de fil blanc. Puisque si c'est le gouvernement qui te donne une crypto dans ton téléphone, mais il peut te l'enlever, il peut te la bloquer, il peut... Un peu comme aujourd'hui, mais encore plus, tu vois. Donc du coup, je me poserais la question, parce que ça me paraît étrange qu'on utilise l'intelligence artificielle, alors que dans le fond, pour moi aujourd'hui, c'est l'ennemi, l'intelligence artificielle. On va se faire enfler, on va se faire avoir par l'intelligence artificielle. Je ne sais pas qui peut penser maîtriser le codage, et tu vois aujourd'hui avec la complexité des réseaux mondiaux, et des capacités de calcul des ordinateurs avec le deep learning et tout ça, mais on est largué, mais complètement. Donc moi je trouve qu'il serait illusoire d'imaginer qu'il y a des petits génies dans la Silicon Valley qui maîtrisent tout ça, qui comprennent tout. Donc je me dis que la blockchain, je suis sûr que si on regarde une vidéo sur YouTube, on va trouver quelque chose qui nous l'explique. Mais je ne suis pas certain qu'on ne va pas en devenir finalement les victimes, quoi. Moi je trouve ça un peu inquiétant en réalité. Ça ne me ferait pas m'empêcher de me servir des cryptos si je le voulais, mais je suis assez dubitatif sur le fait que ce soit vraiment une solution ou la lumière ou la porte de sortie. Pour moi, c'est une porte de sortie dans la matrice qui va avoir des conséquences et qui commence, à mon avis, à en avoir. Et tu vois, pour moi, se rendre compte de l'arnaque générale du monde financier, des banques centrales, de tout ce qu'on nous raconte, moi, tout ce qu'on j'ai appris à l'école en économie, c'est une blague, c'est le décor, c'est Blanche-Neige, tu vois, c'est un conte merveilleux, tu vois, que les monnaies appartiennent au gouvernement, tout ça. Bon. Mais si tu veux, pour moi, la leçon principale que tu tires de ça, c'est que c'est pas d'être en réaction face à ce monde et de faire mieux ou à côté, c'est de se dire quel est le problème fondamental qui vient des grandes familles de finances et tout ça, c'est la confiance, le manque de confiance et la dépossession de soi, la possession de nous par quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est tout le fait que l'argent est utilisé comme un outil de contrôle, de domination, d'exploitation, d'asservissement même. Pour moi, il est là le truc. Et de se dire, ok, quel est mon rapport avec l'argent? Quel est mon rapport avec mon travail? Est-ce que j'ai vraiment compris que moi-même, je suis un générateur d'énergie, mais je ne suis pas une pile? Personne ne m'a chargé. C'est ce qui fait le miracle de l'être humain, c'est ce que tu vois dans le film Matrix, par exemple, c'est que l'être humain, il est particulier. Et tu vois, même la matrice dans le film se sert des êtres humains pour avoir de l'énergie. Parce que l'être humain est une créature de la nature, et donc nous générons de l'énergie en permanence. Et comment ça se fait que maintenant nous nous retrouvons dépendants d'un système dans lequel il faut sans arrêt fournir de l'énergie, sinon si t'as pas 100 balles, t'as rien.
Mais c'est quoi ce monde qu'on a fabriqué où il faut sans arrêt justifier notre existence en alimentant en énergie? Moi, je me dis, les vrais, comment on pourrait dire ça, les choses qui nous sautent au visage quand tu regardes des films comme Inside Job ou Le Loup de Wall Street ou même La couleur de l'argent. Tu as des vieux films comme ça qui parlent de Wall Street, de cette folie de ce monde boursier. Les vraies choses, les vraies leçons que tu dois tirer, c'est que justement tout ça est complètement pas ce qu'on nous raconte, mais que le problème fondamental vient de la crédulité des humains et de l'inconscience des humains qui se font complètement abuser par des hommes plus malins, plus intelligents, des requins, quoi. Donc d'arrêter d'être un petit poisson qui se fait chasser et de se rendre compte qu'on se fait manipuler et hypnotiser à croire qu'on est destiné à juste travailler pour avoir le droit d'exister, quoi. Je trouve que c'est pas logique, c'est pas normal. Il y a une arnaque quelque part, et elle est là pour moi. Donc je pense pas que la réponse soit dans l'invention d'autres monnaies, bien que oui, franchement, de pouvoir avoir un portefeuille de crypto en ce moment pour pouvoir échapper au contrôle gouvernemental, moi je trouve que c'est une très bonne idée. Je suis contre tous ces mouvements comme quoi il faut être fier de payer ses taxes. Je trouve ça d'un ridicule. C'est les bisounoursland. Donc ça, j'ai pas de problème avec ça, moi personnellement. Mais par contre, de savoir que ça peut casser à tout moment, que dans le fond, on retombe sur les problèmes de confiance, de tricherie, de mensonge, donc parce que j'imagine que les gens sur cette place d'échange qui s'est effondrée, ils menaient la belle vie. Enfin, tu comprends, ils vivaient pas comme des pauvres en disant, bah, nous on n'a rien, on fait ça pour le bien de l'humanité, quoi. Donc on retombe toujours sur le même truc, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc pour moi, pour sortir des griffes de ce monde-là, il faut en sortir à l'intérieur de soi. Il faut avoir des valeurs fortes, il faut avoir des exigences d'authenticité, d'honnêteté, d'engagement, mais surtout la conscience qu'il y a une énergie créatrice à l'intérieur de nous, que c'est un cadeau et qu'elle va être là jusqu'à notre dernier souffle, et de se dire, ok, je fais quoi avec? Quelle pile je vais charger? Est-ce que je bâtis une maison pour mes enfants qui sera une pile d'énergie qui va leur permettre d'avoir un supplément d'énergie dans leur vie, et ainsi de génération en génération transmettre quelque chose? Est-ce que c'est un champ avec des arbres? Est-ce que c'est de l'énergie que tu mets dans l'éducation de tes enfants? Je sais pas, tu vois, d'essayer de comprendre ça complètement sous un autre angle, au lieu de se focaliser sur juste comment échapper au système. Bien que, étant donné le monde dans lequel on vit, ben on veut échapper au système, puis il faut prendre du temps et de l'énergie pour essayer d'être plus malin que le système le mieux possible, pour s'en sortir le mieux possible. Quand même, tu vois. Mais de ne pas perdre toute notre vie à ça, quoi. Tu vois, on est ici à Paris, et puis moi, une partie de ma famille vivait ici, ils ont vécu toute la guerre ici, à deux pas d'ici. Et tu peux vivre 5-6 ans de guerre avec les nazis partout dans les rues, plus rien à bouffer, tu peux rien faire, il y a le couvre-feu pendant des années. Tu sais, on l'a vécu quelques mois, mais pendant des années. Tu peux passer ta vie ces années-là en te disant, ah là, j'ai hâte que ça s'arrête, mais c'est horrible, mais tu vois, puis finalement, tu te fais bouffer complètement par l'expérience, ou alors tu dis, ok, c'est comme ça à l'extérieur, je l'accepte, mais moi, je vais me trouver des moments, des opportunités, des occasions où je vais vraiment vivre et respirer. Et malgré tout, si c'est juste dans la cour d'un immeuble avec un rayon de soleil et un arbre, c'est ça. Mais tu vois, d'essayer de préserver un endroit où tu peux vivre et respirer, au lieu d'être juste en réaction face au système, en essayant de vouloir le battre, d'être plus malin. Si ça te prend trop d'énergie, c'est pas normal. Et en fait, tu te fais complètement bouffer et avoir, quoi. C'est ce que je pense. En tout cas, c'est super intéressant, ces initiatives. Je trouve que c'est intéressant, mais moi, en tout cas, personnellement, j'ai un petit doute sur le fond de la leçon de sagesse, et le fait qu'on ne sache pas qui l'a créé, justement, ça nous interroge, quoi. Est-ce que c'est pas un cheval de Troie, tu vois, pour ouvrir la boîte de Pandore, et pour que les États, comme la Chine, l'Europe, l'Union Européenne, se disent, nous aussi, on va faire une crypto, regardez, ça fonctionne, mais nous, elle va être sécurisée, puisque regardez la plateforme qui s'est effondrée. On va vous apporter confiance, donc les humains vont encore faire ça, mais ils vont passer aux crypto. Ce qui m'a frappé ici dans Paris, c'est que tout le monde paye avec des cartes sans argent, sans liquide, sans pièces de monnaie réelle. Et donc on se dit, dans quelques années, on aura une petite puce dans la main, puis on payera comme ça, quoi. Ça y est, on rentre dans les habitudes. C'est assez intéressant ce que tu as dit sur la fin, c'est que j'ai un ami à moi qui m'a décrit un peu ce schéma-là, c'est-à-dire un peu un cheval de Troie via Bitcoin, et puis pour ouvrir la porte à ces crypto-monnaies qui seraient un moyen de contrôle supplémentaire, c'est-à-dire qu'on pourrait savoir où chaque euro a été dépensé en fait, avec qui, quand, pourquoi, etc. La possibilité de geler
à tout moment nos avoirs, comme on a pu le voir là avec la Russie. Hein. Il y a des gens qui se sont fait geler. Et effectivement, alors est-ce que c'est une lecture? Et c'est assez perturbant que tu me dises ça alors qu'un autre ami m'a dit ça parce que ça fait 2 fois que je l'entends et du coup ouais, c'est vrai que ça ferait réfléchir. Mais ça veut pas dire qu'il faut pas s'en servir, mais il faut juste savoir que peut-être c'est ça qui vient. Parce que tu imagines maintenant avec la puissance de calcul des ordinateurs, un ordi peut avoir un avatar de toi. Parce qu'avec ton téléphone, il peut savoir où tu es à chaque instant, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu dis. Puisqu'il nous enregistre même en permanence, même quand ils sont pas à côté. Qu'est-ce que tu dépenses. Donc en fait, il peut faire une copie de toi. Et donc, le monde virtuel va pouvoir devenir réel. C'est-à-dire que ils vont pouvoir te fabriquer un avatar qui te correspond vraiment énormément. Avec Google, regarde, quand tu commences à taper une recherche dans Google, il te fait des propositions, souvent qui sont pertinentes. Ça veut dire que Google est en train d'apprendre à l'intelligence artificielle à anticiper nos pensées, nos questionnements, nos recherches. Donc si tu as un avatar qui te ressemble carrément dans tes habitudes de consommation, ce que t'aimes pas, où tu vas, quand et tout. L'intelligence artificielle va être capable d'anticiper tes désirs. Ils savent que tel jour, à telle heure. Tu vois, j'ai remarqué YouTube maintenant me fait des propositions cycliques. Parce qu'ils ont remarqué que quand je suis à tel endroit, à telle heure, j'ai tendance à regarder tel genre de vidéo. Et c'est l'enfance, c'est la gestation de ce monde. Donc ça veut dire qu'après, si tu rentres dans un univers virtuel, on va anticiper que tu vas avoir telle question, tel besoin. Et ça, c'est la clé pour tenir les humains, c'est de toujours anticiper ce qui va se passer après, à très court terme, quoi. Et l'intelligence artificielle s'estime plus intelligente que les hommes parce que les hommes fonctionnent selon une action-réaction, une espèce de mode de vie comme ça qui n'est pas vraiment intelligent. Et pour moi, les monnaies virtuelles, c'est vraiment la porte ouverte à un contrôle, mais absolu. Comme tu dis, le moindre centime. Je veux dire, ça va être... tu pourras pas dire non, non, j'étais pas là. Oui, on a tout. Alors merci de nous avoir suivis, d'avoir écouté ce partage passionnant. Je ne connaissais vraiment pas grand-chose à tout ça. Et puis j'espère que nos réflexions vous auront intéressé. Et puis à bientôt pour d'autres échanges. Si vous voulez en savoir plus sur l'énergie créatrice de l'argent et comment mieux l'utiliser, la comprendre et la percevoir à l'intérieur de vous pour gagner en liberté et en autonomie, j'ai fait une formation sur mon site internet et vous pouvez cliquer sur le lien dans la description.